Maître Almami Samori et Traoré, il y a cette invention Guinée. Comme toujours, Diané doit être libre. Si les arguments juridiques avancés ne sont pas fondés, la Cour suprême rejette le pourvoi. Dans le cas contraire, elle casse, c'est-à-dire annule la décision et renvoie l'affaire devant une nouvelle juridiction pour qu'elle soit réjugée. Mais sans objet, c'est une première. Oui, Maître Almami Samori Traoré, vous avez la parole. Alors, bonsoir. Bonsoir à tous vos auditeurs. Alors, je personnellement, pour moi, c'est triste quoi. C'est triste pour le pays. En tout cas, que nous soyons là à discuter, à interpréter une décision de la juridiction suprême, en tout cas de la Cour suprême. Pour moi, ça devait être le référentiel. Mais je vais préciser le contexte des choses, parce que j'ai l'impression qu'on fait beaucoup d'extrapolation. Hier, la Cour suprême a effectivement rendu un arrêt. Dans cet arrêt, la Cour a estimé que le pourvoi du parquet était recevable et a déclaré que le pourvoi était sans objet et l'a rejeté. En tout cas, c'est ce qui sort en substance du délibéré qui a été prononcé par le président de la Chambre et dont j'ai pris personnellement la photo du dispositif dans le dossier. Parce que quand la décision a été prononcée, j'étais très surpris. Les autres me disent, mais vous ne croyez pas? J'ai dit, non, parce que je veux voir ce qui s'est passé. Donc j'ai suivi le président jusque dans son bureau pour voir le dispositif. Vous savez, quand de telles décisions sont rendues, les gens, en fait, interprètent de leur façon, et surtout que quelqu'un comme Mohamed Diané, on ne veut pas le voir dehors. Bon, ça, c'est clair, en fait. Ouais. Alors, quand la décision a été rendue, mon confrère, M. Pépé Antoine, il n'était pas dans la salle. Moi, j'étais présent. Le procureur spécial n'était pas dans la salle, il n'était pas représenté. Mais avant que, mais avant que le juge ne descende, le parquet, le procureur avait déjà fait une communication, a accordé une interview à un média, le Pass Média Guinée, pour déjà interpréter la décision de la Cour suprême qui n'a même pas encore été rédigée. Et jusqu'à date, on n'a pas la décision, c'est pas rédigé. C'est un bout de papier que le juge a signé dans le dossier. Un bout de papier. Ça fait même pas une page de truc papier rame. J'ai vu ça tout à l'heure. Mais... Alors, non, moi j'ai la preuve. Un brouillon d'enfant, quoi. À tout moment. Un brouillon d'enfant. Alors, moi j'ai une observation. La première, comment le procureur spécial peut déjà commencer à expliquer une décision dans la presse qu'il n'a même pas lue, qu'il n'a même pas encore reçue. Le juge n'était même pas encore descendu du siège de l'audience. Donc ce n'est pas possible. Alors, la question, c'est quoi? C'est que lorsque le juge a considéré, moi je suis dans le dispositif. Le confrère l'a rappelé tout à l'heure que lorsque la Cour suprême est saisie d'un pourvoi en cassation, elle ne peut rendre que deux décisions possibles. Soit un arrêt de cassation, donc il annule la décision, et renvoyer la cause et les parties devant la juridiction de fond qui rend la décision autrement composée, ou soit elle fait une cassation sans renvoi. Si elle-même elle estime qu'elle peut dire le droit sur la question, elle peut casser sans renvoi, ça peut arriver. Mais toujours est-il que c'est un arrêt de cassation. Deuxième chose, c'est que la Cour, lorsqu'elle est saisie, elle peut rendre un arrêt de rejet. L'arrêt de rejet suppose que le pourvoi formé par le demandeur n'est pas fondé en droit. Et n'est pas fondé en droit, ça veut dire que la loi a été bien appliquée, ou dans le cas d'espèce, il considère que la question de la détention qui a été posée, si elle est réglée, elle peut considérer sans objet, mais si la décision est sans objet, le pourvoi est sans objet, la conséquence est le rejet. Et quand vous regardez le dispositif dont on a pris la photo dans le dossier avec le président, c'est que le dernier mot écrit, c'est le rejet. C'est écrit rejette. Et ça, on l'a. On a fait le constat dans ce sens-là. Alors, si quand le confrère, la difficulté qu'il a, quand il dit que c'est une jurisprudence, mais ce n'est pas une jurisprudence, on ne peut pas changer de nature la décision de la Cour suprême, soit c'est un arrêt de rejet ou un arrêt de cassation.
Maintenant, la question, c'est que quand il vise l'article 244 du Code de procédure pénale, qui apparaît dans le dispositif, la disposition là veut dire simplement que la demande de mise en liberté peut être portée à toute étape de la procédure. C'est-à-dire, à n'importe quelle étape de la procédure, vous pouvez demander la mise en liberté. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Dr Diané a bénéficié d'une ordonnance de mise en liberté au niveau de la chambre d'instruction. En appel, cette décision a été confirmée par la chambre spéciale de contrôle de l'instruction. Donc le parquet a fait pourvoi contre cette décision. Ce qui signifie que si le parquet n'est pas suivi par le juge de cassation dans son pourvoi, l'arrêt que le parquet a attaqué doit produire ses pleins et entiers effets. Et cet arrêt est un arrêt de mise en liberté. Je voudrais préciser ceci. Quand le confrère disait tout à l'heure que si une situation de fait intervient en cours d'examen du pourvoi en cassation, que la Cour peut considérer que nous sommes déjà devant la juridiction de jugement et qu'il fallait demander. Et ça serait extrêmement grave. Pourquoi? D'abord, la Cour suprême a été saisie de ce pourvoi avant le renvoi du docteur Diané devant la Cour suprême, devant la chambre de jugement. En pareille circonstance, ça veut dire que le dossier a été débattu devant la Cour suprême et mis en délibéré. Ce qui signifie que la question, c'est-à-dire que le renvoi du docteur Diané devant la chambre de jugement n'est pas connu du juge de cassation. Ça veut dire quoi? Parce qu'il est interdit aux magistrats de fonder leur décision sur un élément extérieur au dossier ou sur ses connaissances personnelles. L'élément pour lequel, le sujet pour lequel le magistrat est saisi, oui, c'est sur cet élément ou c'est sur ce sujet qu'il se prononce. Et sur les pièces, justement, et sur les pièces. C'est à supposer, par exemple, que au cours de l'examen du pourvoi en cassation, que l'État ou le ministre, le parquet qui a fait pourvoi, prenne l'ordonnance de renvoi du docteur Diané et produit ça au débat. C'est-à-dire, si le dossier paraît état en délibéré, on demande le rabattement de délibéré, on rouvre les débats et on verse la pièce du moins qui est l'ordonnance de renvoi. En ce moment-là, la Cour sera obligée de se prononcer sur la présence et la pertinence de l'ordonnance de renvoi dans sa décision. Sauf que le parquet a fait son pourvoi, donc sa requête. Nous avons déposé notre mémoire en défense. Le dossier a été mis en délibéré. L'État qui parle n'a jamais écrit dans cette procédure. Ce qui dit que le juge ne peut pas, il est impossible pour le juge de cassation de fonder sa décision sur le fait que le docteur Diané a été renvoyé devant la chambre de jugement pour considérer que puisque le docteur Diané est déjà renvoyé devant la chambre de jugement, il faut maintenant demander cette liberté devant la chambre de jugement. C'est pas possible. Si le juge le fait, si le juge le fait, il aura commis une faute professionnelle. Très lourde. À ce niveau, c'est pas possible. Maintenant, c'est pourquoi hier, quand on est sorti, nous avons lancé l'alerte pour dire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées à la Cour suprême dans des dossiers. Ils ont fait ce qu'ils veulent là-bas. Mais ça, hier, je parle de ceux qui jugent ces dossiers-là. D'accord. Ça, je vous le dis. Ce qui risque d'arriver, c'est que nous, quand on va voir dans la décision qu'ils se sont fondés sur des faits qui sont extérieurs au dossier, nous allons en tirer les conséquences parce que c'est une faute professionnelle extrêmement grave. Et nous n'allons pas tolérer ça. Donc l'article 244, quand il parle de ça, justement, ils veulent dire que Dr Diané a été renvoyé et qu'il faut effectivement aller demander devant, mais sauf que ce n'est pas possible parce que aucun élément du dossier ne prouve que Dr Diané a été renvoyé devant la chambre de jugement. La dernière chose sur cette question que je veux préciser, c'est que quand on ne peut même pas dire que Dr Diané doit aller demander maintenant la mise en liberté devant la chambre de jugement. C'est-à-dire vous demandez une liberté qui n'est pas acquise. Mais sauf que dans le cas, elle est déjà acquise par l'arrêt de la chambre spéciale de contrôle de l'instruction que le parquet a refusé d'exécuter et fait pourvoi devant la Cour suprême. Donc, oui. Non, en fait, je voulais savoir, quand vous dites par exemple, si vous constatez qu'il y a eu faute professionnelle, vous allez en tirer les conséquences. On est en train de parler de la Cour suprême. Comme son nom l'indique, c'est le plus haut niveau. En pareille circonstance, quelles conséquences on peut s'y tirer? La conséquence, c'est que le magistrat
ou les magistrats concernés qui fondent leurs décisions sur des faits, sur ses connaissances personnelles ou sur des faits ou des éléments extérieurs au dossier commet une faute professionnelle. Ça veut dire que ces intéressés peuvent être poursuivis devant le Conseil supérieur de la magistrature. Et est-ce que vous qui avez l'habitude des couloirs de la Cour suprême, est-ce que vous pensez que des fautes professionnelles sont susceptibles d'être commises à ce niveau-là? Mais c'est récurrent. Il y a un dossier, je ne vais pas dire lequel. Ok. C'est qu'on va fonder la décision sur une pièce qui n'est même pas au dossier. Ça s'est fait une fois. C'est récurrent, ça je vous le dis. C'est ce que nous vivons. En fait, hier je l'ai dit, moi aujourd'hui, je suis l'avocat du docteur Mohamed Diané. Et tout le monde savait, avant que ce régime transitoire n'arrive, quels étaient mes avis sur les questions de droit. En fait, pour moi, il faut s'inquiéter, quoi. Je crois que même les magistrats aujourd'hui qui sont en train de juger, ces gens-là doivent s'inquiéter parce qu'un jour, ça peut être même eux. Il faut faire très attention. Aujourd'hui, il y a un ancien ministre qui me disait que, mais qu'est-ce qu'on va faire des décisions? Comment on va exploiter ces décisions-là devant les étudiants qui sont en droit? C'est compliqué. En tout cas, ce que moi je vais simplement préciser, c'est qu'aujourd'hui, d'abord le pourvoi du parquet spécial contre ces différents arrêts de mise en liberté n'a aucun fondement juridique. Je vous dis pourquoi. Quand vous consultez l'article 312, alinéa 5 du Code de procédure pénale, il est clairement dit que les ordonnances de mise en liberté frappées d'appel et confirmées par la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction produisent leur plein et entier effet. Ça veut dire que lorsque la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction se prononce sur une mise en liberté qui a déjà été accordée par un juge d'instruction, cette décision-là doit être exécutée. Mais souvent, le parquet se fonde sur l'article 80.5 du Code de la loi sur la Cour suprême pour dire que le pourvoi est suspensif. Or, sur ce point précis, il s'agit d'une disposition générale qui parle de la matière pénale de manière générale pour dire que le pourvoi, par exemple, est suspensif. En matière de détention préventive, vous ne trouverez aucune base légale de ce pourvoi. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on ne veut pas que les gens sortent de prison et on veut à tout prix les garder. Mais sinon, si vous faites un pourvoi en cassation, votre pourvoi est déclaré sans objet, la conséquence c'est le rejet. Et le juge le précise dans sa décision, dans le dispositif. C'est pour ça, hier, moi je suis resté jusqu'à la fin. Je suis allé pour prendre la photo, pour garder, pour voir quelle va être la décision qu'ils vont rédiger après, qui va être différent de ce dispositif-là. On verra. Alors moi je voulais savoir, on parle de la notification peut-être de cette décision, saisie. Combien de délais la Cour suprême a pour vous notifier cette décision? Normalement, d'abord, la décision, c'est sans délai. D'accord. Normalement, ce qui est dit au magistrat, le magistrat doit prononcer, c'est-à-dire qu'il doit rédiger sa décision avant de vider. C'est ce qui est la règle. C'est même une faute, le fait de n'avoir pas rédigé la décision avant de le vider. Ça veut dire que tu vas dire quelle va être la décision, après tu te mets à rédiger. Ça veut dire déjà il y a problème. Parce que désormais, on ne peut pas estimer que le séjour de votre client en détention peut dépendre de la notification de cette décision, qui clarifierait peut-être tout ça, non? D'abord, si on était dans un état normal, un état de droit, Dr Diané devait sortir de prison depuis hier. Depuis hier, il devait sortir de prison. Parce que le juge a l'obligation de rédiger sa décision avant de le prononcer. Maintenant qu'ils ne l'ont pas fait, même aujourd'hui, ce n'est pas disponible. Nous attendons que l'arrêt soit disponible et que nous présentons. Ce que nous avons considéré hier, c'est que la sortie du parquet, c'était de dire, vous avez rendu cette décision, mais nous n'allons pas l'exécuter. Parce que nous pensons que c'est comme ça. Attendez, c'est le parquet qui a communiqué en première position ou c'est vous? C'est le parquet qui a communiqué. D'abord, nous... on aurait appris que c'est vous-même qui voulez manipuler l'opinion. Non, écoutez. Allez-y. Nous estimons que la décision qui a été rendue, le parquet a perdu. C'est le parquet qui nous a envoyé là-bas. Oui. On dit que son pourvoi est sans objet. Et le juge utilise le terme « rejette » dans sa décision. Nous, lorsque le pourvoi exercé contre une décision dont tu es bénéficiaire est rejeté, quelle est la conséquence juridique attachée à ça?
Parce que le pouvoir a été formé pour priver la décision de la Chambre spéciale de contrôle d'instruction des faits. Cet effet, c'était la mise en liberté du Dr Mohamed Diané. Ouais. Si ce pouvoir ne prospère pas parce qu'il est sans objet, et la conséquence de l'absence d'objet de ce pouvoir, c'est le rejet. C'est quand même basique. Hein? Même quelqu'un qui n'est pas allé dans une école de droit à Monument, il peut comprendre cela. Oui, bien sûr. Mais malheureusement, on ne veut pas comprendre. C'est vraiment triste. Oui, question. Donc, sur la question de la rédaction des jugements avant de les dire, c'est une faute. Mais est-ce que cette faute n'est pas généralisée pratiquement aujourd'hui? Ou est-ce que, en général, comme sur le terrain, dans la pratique, j'ai l'impression que c'est souvent le cas. On entend souvent on n'a que le dispositif et la décision vient après. Oui, qu'en est-il? Oui, en fait, vous savez, moi, je me réserve souvent de faire le procès en fait de la justice. Oui. Je prends des cas particuliers. Il y a beaucoup de magistrats qui redisent leurs décisions avant de prononcer. Il y a beaucoup de cas isolés. Mais ce qui est, à notre avis, inacceptable, que de telles, quand même, situation se passe au niveau de la Cour suprême. Nous considérons que c'est vraiment inacceptable. Aujourd'hui, Dr Diané, comme tant d'autres détenus, devrait être mis en liberté, mais on exerce le droit de recours du parquet pour maintenir indéfiniment les gens en prison. C'est l'arme. En fait, utilisé juste pour en fait, on ne veut pas qu'il sorte. Moi, je n'en veux pas au procureur spécial. Je vais vous dire clairement. Pourquoi? Non, je vous le dis. Il n'est pas libre. C'est vous qui le dites. Hein? Pourtant, nous l'avons joint. Il a dit que c'est les avocats, qui voulaient manipuler le moi, écoutez, la différence entre nous, c'est que moi, je ne reçois pas d'instruction, même de mon client. Je jouis d'une indépendance totale dans l'exercice de ma profession. Alors ça, je ne reçois pas d'ordre. Votre client, c'est un peu trop dit quand même. Je vous dis que s'il vous plaît, ce qui caractérise l'instruction, s'il vous plaît, ce qui caractérise l'avocat, c'est l'indépendance. C'est l'indépendance qui caractérise l'avocat. L'avocat, s'il vous plaît, l'avocat n'est pas l'employé de son client. Il n'y a pas de lien de subordination. Nous sommes indépendants. La stratégie de défense, c'est nous qui définissons. Vous faites ce qu'il veut. Et là, il estime que... Non, mais s'il estime, par exemple, que c'est pas déontologique, il peut se le Monument, avec votre client, si vous n'êtes pas d'accord, vous vous séparez. Voilà, c'est ça. Justement, mais ça ne veut... avec lui, non, attendez, attention. Pour revenir sur l'avocat, c'est l'indépendance. Et ça, c'est l'un des éléments caractéristiques de la profession. Donc, on est différent d'un procureur qui reçoit des ordres. C'est différent. Pour revenir sur la Cour suprême, maître, parce que c'est très important, ce n'est pas la première fois que l'une de ces décisions fait l'objet de confusion et de diverses interprétations. Je pense, parce que vous avez évoqué tout à l'heure la possibilité de cassation sans renvoi, je pense qu'il a été question à un moment dans le dossier Kassouri, justement, et cette décision avait aussi fait beaucoup de bruit parce qu'on estimait, les avocats en tout cas de Kassouri estimaient que en ne renvoyant pas, la Cour suprême n'avait pas bien dit le droit. Est-ce que petit à petit vous allez perdre confiance finalement en cette Cour suprême qui est censée être vraiment votre dernier recours lorsque en bas les juridictions ne fonctionnent pas bien? Non, sur les dossiers de la CRIEF, ça ne sert à rien. Sur les dossiers de la CRIEF et le dossier des détenus politiques, là, ça ne sert absolument à rien de compter sur cette juridiction. Regardez toutes les décisions qui ont été rendues. La seule qui a prospéré, c'est celle des questions d'Amantan et Ismaël Dioubaté. Et ça, c'était au tout début. Depuis ce moment-là, il n'y a plus. Je vous donne un exemple. Il y a eu des procédures. Quand vous prenez, par exemple, le pourvoi en cassation, lorsque le requérant, donc celui qui fait le pourvoi, ne verse pas, par exemple, la caution, la loi est claire, il est déçu de son pourvoi. Il y a eu des procédures là-bas où le procureur ne verse pas la caution. La seule personne ce sont des personnes morales de droit public et autres qui sont dispensées du versement de la caution. Mais lui, il y a des dossiers où il ne l'a pas fait, la Cour déclare recevable, mais si c'est nous qui le faisons, ou que nous qui ne payons pas, on déclare nos recours irrecevables. Voyez-vous, en fait, on a un sentiment aujourd'hui que le dossier
de ceux qu'ils appellent, entre guillemets, les anciens dignitaires, ça ne passe pas. C'est-à-dire on laisse passer à la CRIEF, à la chambre d'instruction, à la chambre spéciale de contrôle, mais arriver à la Cour suprême, d'abord on bloque, on garde le temps, on fait des renvois intempestifs en matière de détention, et en fin de compte, on rend des décisions qu'on ne peut pas exploiter. Il est vrai qu'il y a une possibilité de cassation sans renvoi. Ça, la loi, le législateur estime que si la Cour suprême, à travers l'application de la loi, elle pense qu'elle peut faire l'application appropriée de la règle de droit, sans qu'il y ait besoin de renvoyer, elle peut le faire, mais sauf si, c'est à une seule condition, que lorsque c'est plus nécessaire, où il n'y a pas matière à faire un débat nouveau sur le fond de la question que la Cour, elle peut casser sans renvoi. Et je pense que dans le dossier Kassori, c'était pratiquement impossible. Il fallait une cassation avec renvoi pour aller discuter de ces questions-là. Maître Almami Samori Traoré, merci à vous aussi d'être passé dans cette émission. Ça en est donc terminé pour ce 3e numéro.